Blanchard, vous êtes président de Sol & Co, une start-up qui travaille le lien entre urbanisme et recherche. Vous allez mieux mettez-vous là où vous voulez. Donc une start-up qui travaille le lien entre urbanisme et sol. Enfin, vous l'expliquerez mieux que moi, mais je résume comme ça. Laurent Pinon, vous êtes architecte urbaniste, vous travaillez pour Métamorphose Urbaine. Et Loïc Linares, vous êtes élu à Frontignan et vous êtes aussi vice-président à l'agglomération de Sète. Je vais donner la parole d'abord à Anne Blanchard, s'il vous plaît, je vais passer votre slide sur votre travail. On y est presque. Ça, si vous voulez. Donc Anne Blanchard, avec vous, on va mettre les mains dans l'humus, on peut dire ça comme ça, dans la mousse. Qu'est-ce qu'un sol vivant au regard d'Uzanne? Est-ce que vous observez aussi des changements d'approche justement sur ces questions de sol, de dimension vivante du sol chez les acteurs? Donc déjà bonjour à toutes et tous. Donc oui, des changements d'approche. Avant de rentrer un peu plus en profondeur, aussi dire que moi je suis urbaniste de formation et ensuite j'ai fait un doctorat en sciences du sol. Donc j'essaye de joindre les deux casquettes. Et donc effectivement, on a de plus en plus aujourd'hui d'acteurs de l'aménagement du territoire qui s'intéressent à l'épaisseur des sols. Et on parlait tout à l'heure de sol vivant, sol fonctionnel. Et l'objectif ici n'est pas de vous faire un cours de sciences du sol, mais bien de comprendre en fait pourquoi ces aspects, pourquoi ces sujets autour de la thématique des sols deviennent de plus en plus des thématiques à enjeu aujourd'hui au regard du ZAN, mais dépassent aussi un peu finalement cette seule thématique du ZAN. Donc comme vous le voyez derrière moi, en fait, il faut imaginer un sol au départ, c'est une roche-mère, un matériau parental en fait qui est présent, qui va se décomposer et qui va pouvoir effectivement se décomposer en plusieurs couches, qu'on appelle nous des horizons, et donc qui va former un sol. Donc en fait, un sol, c'est ce qu'on va retrouver entre la surface et la profondeur d'apparition de cette roche-mère, qui est du coup composée de plusieurs couches qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques qui sont chacune différentes. Et un sol, ce n'est pas uniquement le résultat de cette décomposition de la roche-mère, c'est aussi le résultat de tout ce qui va se passer au-dessus. Si on est sur un sol végétalisé, il va effectivement y avoir potentiellement de la décomposition de la matière organique qui va permettre d'enrichir le sol en matière organique, en nutriments pour les végétaux, etc. Mais si on imperméabilise un sol, on va effectivement couper tout contact entre le sol et l'atmosphère, et donc on va avoir certaines, on appelle ça des fonctions rendues par les sols qui ne vont plus pouvoir être réalisées, comme par exemple l'infiltration de l'eau ou encore le stockage de carbone qui permet de réguler ce qu'on appelle l'effet d'îlot de chaleur en milieu urbain. Ce qui implique en fait que, notamment en milieu urbain, on se retrouve avec une hétérogénéité, à la fois horizontale mais aussi verticale des sols. Verticale parce qu'on est bien sur des horizons, des couches qui n'ont absolument pas les mêmes caractéristiques quand on est en surface que quand on est en profondeur. Et horizontale parce qu'en fait, en fonction déjà de la géologie, on va avoir des sols qui vont être complètement différents, mais aussi en fonction de l'usage qu'on aura donné au sol. Et en milieu urbain, c'est là où c'est encore plus complexe parce qu'on a une succession d'usages qui se fait au cours du temps, qui est généralement assez rapproché et beaucoup plus d'usages qui se font au cours du temps, va amener une certaine hétérogénéité du coup. D'où l'important, quand on marche en ville, on ne s'en rend pas forcément compte, mais d'aller creuser justement cette question des sols en profondeur, de pouvoir réaliser des diagnostics et de pouvoir qualifier les potentialités et les caractéristiques de ces sols, qui permettra à la fin de savoir comment ces sols sont aptes à fonctionner. En fait, de manière très naturelle, on a des sols qui ne sont absolument pas compatibles avec une infiltration de l'eau. On a des sols qui ne sont absolument pas compatibles avec un habitat pour la biodiversité. On entend souvent dire qu'il y a des sols... aujourd'hui, quand on parle de sol vivant, on parle souvent des vers de terre, qui est l'emblème finalement du sol. Et on nous dit souvent un sol où il n'y a pas de vers de terre, c'est un sol mort. Non, un sol sableux, il n'y aura généralement pas de vers de terre, tout simplement parce que c'est un environnement qui n'aime pas. Et ça ne veut pas dire que c'est un sol mort, ça veut dire que c'est un sol qui est capable d'assurer d'autres fonctions, pas forcément celui d'être un habitat pour la biodiversité, pour les vers de terre, mais en tout cas qui pourra très bien infiltrer de l'eau, par exemple, mieux qu'un sol argileux où cette infiltration de l'eau aura plus de mal à se faire au niveau des argiles. Donc voilà, d'où l'intérêt effectivement d'avoir ce regard un peu en profondeur, et là on dépasse finalement un peu aussi cette notion du ZAN qui effectivement a catégorisé les sols artificialisés, non artificialisés, au regard, encore une fois, on va dire, même si c'est un pas en avant et qu'on commence à parler des sols via cette thématique, et c'est super, mais qui a
tendance quand même à catégoriser les sols au regard de ce qui se fait à la surface, lié à ces usages uniquement. Et donc, il y a plein de travaux de recherche qui ont permis de montrer que les sols en milieu urbain étaient aussi des sols de très bonne qualité, qu'on avait encore des sols de très bonne qualité en ville, et que c'était ces sols-là qu'il fallait effectivement préserver, conserver, valoriser et optimiser pour pouvoir être en mesure de répondre ensuite derrière à tous ces enjeux de transition écologique sur la régulation du climat, par exemple. Il ne s'agit pas de conserver tous les sols, etc. C'est ce que vous dites, il faut y aller au cas par cas. D'où le besoin de connaissances, mais on en reparle juste après. Je vous voyais hocher la tête. Loïc Linares, je vous donne la parole pour réagir et puis pour nous parler de votre démarche, vous, TPSF, et votre approche des sols dans le cadre de cette démarche. Oui, merci. Et bonjour à toutes et tous et merci de l'invitation. C'est une fois de plus très riche d'avoir les regards croisés, les témoignages et des intervenants de qualité. Oui, j'hochais de la tête parce que je suis complètement d'accord en fait avec ce que vous venez de dire. Pour moi, le rapport au sol, c'est un rapport avec le vivant. Et même si on a une avancée avec le ZAN, c'est indéniable, on est encore dans cette logique en fait d'utilisation de l'être humain, de ces espaces. Et on est encore tout de même dans une frontière finalement entre les vivants que nous sommes avec le vivant. Et ça, je crois que c'est un des enjeux fondamentaux dans ce qui est en train de s'opérer aujourd'hui, c'est de se réconcilier un petit peu collectivement avec le vivant et éviter en effet de continuer à le maltraiter finalement, parce que nous sommes un tout. Alors nous, du coup, notre sol sur le territoire, donc oui, pardon, je suis, vous l'avez dit, élu à Frontignan et je suis délégué à la transition démocratique sur ma casquette d'élu municipal et je suis vice-président à l'aménagement du territoire et à la transition écologique. Et si j'ai souhaité en fait ces 3 délégations, c'est pas pour rien. Ça a été dit en partie ce matin, je crois que les enjeux sont croisés et l'interaction, en tout cas avec les habitants, est essentielle pour avancer aussi sur ces sujets. Et d'ailleurs, je crois qu'ils sont beaucoup plus matures que ce qu'on le pense à pouvoir avancer avec nous dans les enjeux de demain, enfin d'aujourd'hui et de demain. Donc nous, notre territoire, il est quand même particulier parce c'est un territoire littoral. Nos sols sont entourés d'eau, au contact de l'eau, souterraine, avec des résurgences en fait des piémonts cévenols, tous les apports d'eau douce qui arrivent des terres. Il est en connexion avec la Méditerranée et avec des espaces lagunaires. Et ce milieu aquatique, finalement, il représente les 2/3 de notre territoire. Et du coup, son histoire de ce territoire, à travers ces métiers liés à l'eau, liés à la terre, ce que sont les agriculteurs, les conchyliculteurs, les pêcheurs, ont donné une identité assez forte et ça nous a permis quand même de le préserver, même si il a été très industrialisé. Donc c'est un territoire vivant, mais en même temps qui a souffert de cette industrialisation avec des raffineries de pétrole, des cimenteries et un espace en fait industriel qui a été très présent, qui en a fait la richesse de ce territoire, qui nous a permis de passer à travers les mailles du filet de la mission Racine, hein, cette mission qui a aménagé le littoral méditerranéen, en tout cas sur la partie Languedoc-Roussillon, pour redonner une force territoriale et d'attractivité et de dynamisme au niveau économique, puisque les différentes crises agricoles avaient appauvri nos espaces et le tourisme a été le vecteur de développement de la fin du XXe siècle, mais avec toutes les impasses dans lesquelles nous nous sommes finalement engouffrés. Nous avons pu éviter ça parce qu'on était riches à ce moment-là. Et ça a entraîné aussi un développement très horizontal sur notre territoire, cette industrie, le besoin du coup d'un apport de main-d'œuvre. Et là, on a en effet la friche et la Farge. Alors ça, c'est l'ancienne cimenterie Lafarge, 70 hectares. Mais je pourrais citer aussi la friche mobile, 12 hectares, la friche totale, 8 hectares, les futures friches Timacagro, Angébeau, 8 hectares. Donc finalement, cet étalement urbain et ces friches, ce sont pour nous des opportunités d'avenir finalement. Et l'engagement dans TPSF, ça a été de travailler sur cette idée de réparation quelque part, de renaturation aussi, on l'a dit, de re-rendre ces sols finalement vivants, de les soigner et du coup de se reconnecter avec eux. Donc on a travaillé sur
sur 4 sites en tout, dont 2 commencent à être, enfin, sur 2, nous sommes rentrés dans une phase pré-opérationnelle en fait, de réaménagement, voilà, avec des opportunités qui peuvent être intéressantes pour le territoire. Laurent Pinon, vous parlez aussi, le sol est aussi une entrée dans votre façon de voir les choses et notamment vous préconisez de s'inscrire dans le temps long pour justement pouvoir planifier autrement, projeter autrement sur le sol. Merci. Merci déjà pour cette opportunité. En effet, moi je viens de la programmation urbaine et jusqu'à présent, la programmation urbaine, c'est des mètres carrés, mais des mètres carrés essentiellement bâtis, de logements, d'activités, d'équipements. Mais souvent, l'espace public, en réalité, il n'est jamais programmé. Alors ça commence à arriver, mais jusqu'à présent, il est dessiné, il est conceptualisé, mais il n'est pas programmé. On commence à le voir aujourd'hui, mais d'une certaine manière, on monétise l'espace public, c'est-à-dire qu'on lui donne une valeur. Donc l'espace public devient serviciel. Donc c'est à ce titre-là qu'on peut lui donner des mètres carrés. On cherche aujourd'hui, nous, on essaye de faire en sorte que ce sol, alors qu'il soit public, privé ou vivant, en tout cas, il existe dans nos manières de dessiner les territoires. Et ce n'est pas forcément chose aisée, parce qu'on l'a vu, alors, il y a des questions de définition ou autres. Déjà qu'on a du mal à programmer des logements qui soient attractifs. Alors, trouver des éléments pour rendre cet espace public avec des normes ou autres. Il y a le 330, 300, je vois 3 arbres depuis ma fenêtre, j'ai 30 mètres carrés par habitant disponibles à moins de 300 mètres de chez moi. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais c'est un premier pas vers finalement une manière de faire exister ce sol dans la programmation. Après, quand on parle de vivant, et ça c'est peut-être le point qu'on voit de plus en plus dans nos missions, et notamment celles qu'on mène aujourd'hui, alors notamment à Miquelon, s'il est vivant, c'est que d'une certaine manière, on a une forme d'empathie vis-à-vis de ce sol. C'est une jolie découverte. Et à Miquelon, on arrive à faire en sorte que ce sol, on le préserve parce qu'on a une forte territorialisation des habitants qui ont autoconstruit leur maison, qui ont transformé ce sol pour le rendre fertile de manière à cultiver et pouvoir vivre totalement en autonomie, mais malgré tout, d'être assez autosuffisant. On le retrouve partout ailleurs aussi sur le territoire, mais en tout cas là-bas, c'est extrêmement marqué. Et donc forcément, ce sol vivant, il est pris en compte. Et cet attachement, en tout cas ce qu'on peut voir aussi dans nos processus de projet, c'est que commencer à parler de ce sol vivant, peut-être que ça se fait aussi sur des territoires sur lesquels il y a un attachement extrêmement fort au sol, dans lequel on est en ordre de fierté ou pas à habiter un territoire. Et à partir du moment où on a ça, on peut engager une discussion sereine sur la métamorphose des territoires. L'extension, c'est l'occasion du palimpseste, de l'utopie. Une fois qu'on commence à dire qu'il faut se renouveler, c'est un des élus le disait dans la vidéo, hein, le plus dur, c'est de parler aux gens. Oui, c'est peut-être le préalable en réalité pour engager ce renouvellement urbain. Et c'est ce qu'on voit dans nos démarches, et notamment à Miquelon, en déplacement du village. Moi, c'est le même village, c'est juste qu'il va évoluer sur un nouveau site. On y parvient parce qu'il y a cette empathie énorme de l'ensemble des habitants avec leur territoire. Et donc, de fait, leur territoire, ce n'est pas uniquement leur maison, et pourtant ils y sont extrêmement attachés vu qu'ils l'ont construite de leurs mains, mais c'est aussi ce sol. Et donc, on arrive à envisager une métamorphose de ce village sur un nouveau site et de faire exister le sol et le sol vivant dans ce processus-là. Voilà. C'est tout un récit en fait de transformation aussi du territoire. Vous entraînez les habitants dans le projet, c'est ça aussi derrière. Oui, c'est des termes qui ont été prononcés dans les précédentes tables rondes, c'est-à-dire qu'il faut accepter que c'est nécessaire. Et ça se construit dès le départ avec ce qu'on voit aussi, c'est-à-dire accepter une incertitude énorme sur ce qui va se passer demain. On cherche tous à se rassurer, et voilà, on le voit aussi dans notre métier, hein, la programmation pouvait se résumer parfois à des études de marché qui sont caduques 3 mois après leur élaboration. Et ce qu'on peut mener, pas très loin d'ici, hein, sur le Grand Reims, c'est de réussir à faire exister à la fois les opérations concrètes, mais tous les prospects d'opérations
toutes les hypothèses de densification que l'on pourrait voir, même si elles sont incertaines, et de réussir à ce que cette incertitude vienne nourrir autant le travail des techniciens que celui des élus, et de réussir à cheminer ensemble. Et pour cheminer ensemble, en réalité, c'est comment on arrive à se poser des valeurs communes, à les ancrer. Et j'ai amené ce livre sur Miquelon, c'est comment on engage un récit, comment on l'inscrit dans une bibliothèque, alors même que le projet n'existe pas. C'est un sacré engagement que de réussir à poser une stratégie alors qu'elle est bourrée d'incertitudes, et on l'a vu tout à l'heure avec des outils qui n'existent pas, des financements non plus qui ne sont pas là. Et pourtant, parce que le récit est là et que les valeurs sont partagées, on franchit un pas de plus vers cette préservation du sol et une autre manière d'habiter nos territoires. Avec Reims, on peut aussi parler du besoin d'observer, d'évaluer aussi les choses qu'on projette sur le territoire, d'avoir un recul et projeter sur le temps long. Ça, vous en parlez aussi. En effet, on l'a vu aussi sur les précédentes cartes tout à l'heure, c'est-à-dire que la question des données et de l'observation des territoires, elle est fondamentale. On ne dit rien de différent de ce qu'une politique de développement durable implique sur un territoire, mais l'observation, l'évaluation et la réaction, c'est un cheminement progressif qui fait qu'on dépasse le statut d'une étude, d'un projet, de sa commercialisation et de sa mise en usage. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, et en tant qu'urbaniste, c'est ce qu'on voit dans nos missions, c'est qu'il n'y a plus de différence entre la prospective, le dessin du projet et la gestion. Et qu'on est obligé d'aborder ces différents sujets quasiment en même temps et en permanence, d'être dans un cycle d'évaluation constante pour savoir si on va dans le bon chemin. Et voilà, sur Reims, c'est clairement ce qui se passe, où tous les 6 mois, eh bien, on évalue notre observatoire pour savoir si la stratégie qui se tient auprès des opérateurs est la bonne, et d'être assez réactif par rapport au temps nécessaire de la réglementation et des outils mis en place, PLH, PLU, etc. Sur la gestion, vous donnez l'exemple de la ZAC des Tartres à Pierrefitte-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, pour montrer tout le poids, justement tout l'intérêt de penser gestion en amont et de s'engager sur une réflexion au long cours sur cette question de gestion. C'est vrai que la programmation de ce parc et son aménagement a été définie par le chiffre de on a 3 € par mètre carré pour gérer. Bon, c'est ça qui a conduit à des choix d'aménagement. On sent que cette gestion, elle est fondamentale. Et aujourd'hui, programmer du sol vivant, ou en tout cas de l'espace public qui aurait ces qualités-là, tout de suite, en tout cas dans beaucoup de territoires, on est challengé sur « et ça va coûter combien ?» Et le « ça va coûter combien ?» en réalité, les territoires ne savent même pas combien ça leur coûte aujourd'hui, parce qu'entre les frais d'investissement, de fonctionnement, on est incapable de chiffrer aujourd'hui la réalité du coût au mètre carré d'un espace public. Donc, en gros, en dépassant cela, à Pleine Commune, on a pu travailler avec les services pour mettre en place ce plan de gestion qui dépasse la stricte gestion écologique. Et derrière, et peut-être pour reboucler avec le sol vivant et les vivants que nous sommes, on en est venu finalement à générer un poste de fonctionnement. C'est-à-dire que la gestion, cette transformation-là, elle fonctionne que par l'accompagnement, le fait d'être pédagogique, d'expliquer et de s'ajuster. Et donc, finalement, une des actions, ça a été de créer un nouveau poste et de créer une fiche de poste sur mesure pour cela. Loïc Linares, Laurent Pinon évoquait tout à l'heure la recomposition spatiale à Miquelon. Vous êtes concerné sur votre territoire de Sète-Frontignan. Comment vous abordez cette question de recomposition en lien avec les sols vivants, justement? Juste avant, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez sur cette notion du temps long, parce qu'elle est essentielle pour les élus que nous sommes. Et la difficulté, bien souvent, que nous avons à être dans le temps court du mandat, des documents réglementaires, et ça me semble primordial de pouvoir faire les deux à la fois. C'est-à-dire, et de penser le temps court en fonction du temps long. Aujourd'hui, nous avons des débats sur les arbitrages des plans d'investissement. Moi, je me bats en effet pour dire non, on ne peut plus faire des choses comme avant, on a changé de monde, il faut qu'on réfléchisse par rapport aux enjeux de demain. C'est indispensable. Et c'est difficile, parce que là, on est sur des fonctionnements naturels, humains, ce sont des blocages par moments psychologiques, et je crois que c'est une notion, ça aussi, la psychologie, qui doit accompagner ces changements. Et notamment le rapport à l'incertitude, c'est déstabilisant.
Là, on est face à des choses qu'on ne connaît pas. On n'a pas de repères. Et notamment, on regarde du coup la recomposition spatiale chez nous, puisque au-delà des enjeux, en effet, évoqués depuis ce matin sur les notions qui nous rassemblent, nous avons la question, nous, du recul du trait de côte et de la recomposition spatiale par rapport au littoral. On a aujourd'hui 2500 habitants sur le littoral frontignan habité qui s'interrogent. Et nous avons lancé la démarche d'un projet partenarial d'aménagement. Et l'objectif, forcément, entre le ZAN, le PPA, le recul du trait de côte, tout ça, l'objectif, c'est d'arriver à faire converger en fait la démarche pour imaginer en effet le territoire de demain plus résilient, dans lequel nous sommes tous d'accord. Et par rapport à la relation aux habitants, on a fait le choix dans notre PPA, on démarre juste la démarche, c'est d'associer dès le départ les habitants et de démarrer d'ailleurs par leur témoignage. C'est l'agence grand public qui fait ça par un film vidéo en fait très documenté avec une démarche qualitative au départ et c'est très étonnant. En fait, enfin, à titre perso, je ne trouve pas que ce soit étonnant parce qu'ils disent les choses justes. Enfin, il faut faire confiance à l'intelligence collective, au rapport que les gens ont avec leur propre territoire. Vous en parliez de cette empathie. Et ce qui ressort dans le film, c'est très clair. C'est ils sont bien sur ce territoire, ils y ont une affection. Nous sommes à un quart d'heure de Montpellier, ils n'en parlent pas. Ils ne parlent pas de Montpellier, 7e ville de France. Ils parlent de leur territoire. Pas une fois ils ont cité le territoire de Montpellier, c'est quand même frappant. Et en même temps, ils sont face en effet à ces menaces qu'ils sentent, qu'ils voient, enfin ces menaces, moi j'emploie le terme, parce que justement je m'évertue à parler plutôt d'opportunités nouvelles en fait. Il faut aussi que notre vocabulaire évolue en fait, parce que tout ça est anxiogène et en fait on aborde ces sujets par des problématiques. Alors oui, elles sont réelles, mais il faut qu'on arrive à le transformer en véritable opportunité. Et ça, oui, ça me semble un enjeu majeur. Autre élément, oui, sur lequel je voulais revenir, parce que vous avez parlé de création d'un poste, nous, par rapport à ce que j'exprimais tout à l'heure, c'est-à-dire la valeur patrimoniale aussi de ce territoire et notamment la relation à ces espaces naturels, ça nous a entraîné dès la création de notre SCOT, donc on a démarré en 2007, validé en 2013, on a mis 6 ans pour le sortir, mais ça a été une démarche concertée avec avec les habitants et les acteurs sociaux-pro, et justement les sociaux-pro, les habitants ont joué un rôle majeur. Et nous avons dès 2013 validé des enjeux sur les couloirs en fait, des couloirs écologiques, les trames bleues, trames vertes, qui étaient très ambitieuses pour l'époque. Et c'est pas anodin parce que finalement c'est parti des gens qui vivent le territoire. Et ça renforce cette idée qu'il faut s'appuyer sur ce diagnostic-là, sur cette intelligence collective, pardon. Et je conclus en disant que ça nous a aussi donné l'opportunité de structurer notre fonctionnement. On a dès le départ créé un espace naturel, un service espace naturel à l'agglomération, qui aujourd'hui porte les mesures ERC, renaturation, et on est le premier territoire, je crois, en France aussi à essayer d'avoir une stratégie justement de compensation foncière pour sur notre territoire, utiliser les leviers que la réglementation va nous permettre pour travailler sur la renaturation. Anne Blanchard, face aux incertitudes dont on vient de parler, les élus, les opérateurs ont besoin de connaissances des sols. Et là-dessus, c'est ce sur quoi vous vouliez insister pour conclure, c'est que ce n'est pas forcément toujours des études très poussées qui sont nécessaires. Il y a toutes les gammes possibles, mais en tout cas, l'important, c'est vraiment d'éclairer la connaissance. Oui, de dire effectivement qu'il y a quelques années encore, cette question des sols et notamment de la caractérisation des sols en milieu urbain, on était encore sur des questions de recherche qui aujourd'hui sont tombées dans l'opérationnalité. On a des diagnostics aujourd'hui, des méthodologies qui existent, qui ont été testées et approuvées en milieu urbain, où on peut effectivement conduire dans ce que vous voyez derrière, un diagnostic pédologique, donc pour caractériser brièvement les caractéristiques physiques des sols, ensuite un diagnostic agronomique en laboratoire pour tout ce qui va être plutôt chimique, et puis complété aussi par des inventaires de biodiversité. Et ces méthodologies-là, alors elles ont été empruntées souvent en sciences du sol, on va dire agricole, forestier, elles ont été adaptées pour les milieux urbains, et ce sont des diagnostics aujourd'hui qui sont opérationnels et qui permettent déjà de réaliser un état des lieux pour qualifier les potentialités des sols sur les sites de projet, et aussi pour pouvoir valoriser ensuite dans un second temps les matériaux qui sont déjà disponibles sur le site de projet et éviter en fait ce qu'on voit encore à l'heure actuelle, ces fameux allers-retours de camions remplis de terre végétale qu'on vient prélever dans les milieux agricoles pour mettre en milieu urbain. Donc le message, il était là de dire
à l'heure, ça m'a fait sourire parce qu'on a commencé la journée en parlant de coûts de développement de ronds-points. Nous, on a accompagné l'ADEME l'année dernière pour faire un peu un état des lieux des projets qu'ils avaient pu financer sur cette question-là, de comment on pouvait intégrer la question de la qualité des sols dans l'urbanisme opérationnel et de planification territoriale. Et la conclusion de la journée de travail, c'était de dire un diagnostic de qualité des sols coûte moins cher qu'un rond-point. Et c'est vrai, ça coûte vraiment moins cher qu'un rond-point. Et des fois, ça peut être aussi, surtout, mutualisé avec d'autres diagnostics qui sont déjà réalisés, les diagnostics de pollution, les diagnostics géotechniques. C'est exactement les mêmes méthodologies d'échantillonnage et de description qui sont réalisées. Donc vraiment, pour pas grand-chose de plus, on arrive à avoir une information qui est intéressante et qui permet justement de valoriser en fait les sols qui sont déjà présents sur site et qui des fois ont juste besoin d'un coup de boost pour répondre effectivement à l'usage qui est attendu. Et je terminerai juste avec deux petits éléments et messages à faire passer. C'est que aujourd'hui, détruire un sol ou en tout cas lui enlever toute capacité à fonctionner, on peut le faire très rapidement. On imperméabilise ou on décaisse. Un sol, c'est de très 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 nombreuses années pour se former. Donc ça, on parlait du temps long tout à l'heure. Ben effectivement, quand on travaille sur le vivant, c'est du temps long qu'il faut considérer. Et puis de dire, on parlait de renaturation tout à l'heure, et moi j'irai encore un peu plus loin, on pourrait parler de refonctionnalisation écologique, parce que le tout n'est pas seulement de désimperméabiliser et de végétaliser, mais de créer des milieux d'intérêt écologique qui soient compatibles avec les sols en place pour que la biodiversité puisse s'y réinstaller. Et nous, dans nos projets, on préconise souvent, par exemple, des prairies calcaires, calcicoles, etc. Alors effectivement, d'un point de vue esthétique, c'est pas la forêt urbaine, mais d'un point de vue écologique, ça a tout un intérêt et surtout que c'est compatible avec les sols qui sont là en place et ça permet effectivement d'éviter, ce qu'on disait, des allers-retours de sols qu'on voit encore à l'heure actuelle. Merci beaucoup à tous les trois.